Bénin, l'opposition est montée au créneau par rapport à l'affaire dite de délit d'initié impliquant le député Chabi Sika. Elle a apporté son soutien au député Basile Arossi qui a rendu public l'affaire. À 2 semaines des élections au Nigeria et au moment où l'insurrection de Boko Haram ravage le nord-est du pays, la région du delta du Niger au sud du Nigeria menace de s'embraser à son tour. Le champion d'Afrique, le Gabonais Taylor Mabika, est le nouveau champion du monde de boxe IBU dans la catégorie lourd léger. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. Au Bénin, l'affaire dite de délit d'initié au COS Lépi mettant en porte-à-faux le député Chabi Sika était hier au cœur d'une conférence de presse. Celle de l'Union fait la nation, un regroupement des forces politiques d'opposition monté au créneau pour donner sa lecture de la position du gouvernement par rapport au dossier et par la même occasion apporter son soutien au député Léon Basile Arossi ayant porté sur la place publique l'affaire. Le coordonnateur général de l'Union fait la nation suit des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Don Issou. Chers amis journalistes, vous aviez pu constater vous-même la précision des informations contenues dans la lettre de l'honorable Léon Basile Arossi et a pu noter entre autres ces 2 détails. Monsieur Chabi Sika est le président de la commission chargée de dépouillement et à ce titre est celui-là même qui a défendu et obtenu en plénière l'attribution du marché à Gemalto, arguant qu'elle nous aurait accompagnés pendant la mise en place de la Lépi et connaîtrait bien ce dossier. Notre alliance prend acte de la volonté exprimée par le chef de l'État par une lettre rendue publique de saisir l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Elle prend acte, mais constate qu'en mêlant le nom de l'honorable Basile Arossi à sa demande adressée à l'NLC, la présidence de la République assigne au même sort le prédateur présumé des finances publiques et son dénonciateur dans une sorte d'amalgame tous pourris. Et nous avons appris que le but de cette manœuvre consiste à empêcher l'honorable Arossi de se présenter aux prochaines élections législatives comme il a déjà fait il y a 4 ans à l'honorable Godounou Désiré. Mais les hommes et femmes qui militent au sein de l'Union fait la nation sont tous comme Léon Basile Arossi. Nous ne savons pas avoir peur. En Tunisie, le nouveau Premier ministre Habib Essid a présenté hier lundi, après des jours de tractation et une composition initiale contestée, la composition de son nouveau gouvernement. Un gouvernement dominé par le vainqueur des législatives Nida Tounes, mais qui inclut ses rivaux islamistes. Les images. Le nouveau gouvernement tunisien, le premier depuis les élections d'octobre, est désormais connu. Le Premier ministre Habib Essid, qui avait dû renoncer fin janvier face aux critiques notamment d'Ennahda à sa composition initiale du gouvernement, s'est finalement prononcé. Nous avons procédé à des changements. Il s'agit d'élargir la composition du gouvernement avec l'entrée d'autres partis. Le cabinet du Premier ministre sera dominé par Nida Tounes, le petit du président Béji Caïd Essebsi, qui obtient 6 portefeuilles dont celui des Affaires étrangères. Les ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice ont pour leur part été confiés à des indépendants. Le parti Ennahda, de son côté, a obtenu le portefeuille de l'emploi et 3 secrétariats d'État. Outre Nida Tounes, qui a la majorité avec 86 députés, et Ennahda, qui obtient un total de 69 élus, 2 autres partis sont représentés dans l'équipe gouvernementale. Il s'agit de l'Union patriotique libre avec 16 députés, le parti d'un richissime patron de club de foot, et Afek Tounes, un parti libéral qui s'en sort avec 8 élus. Le cabinet peut donc compter en théorie sur le soutien de 179 des 217 parlementaires. Après des législatives et la présidentielle fin 2014 saluée par la communauté internationale, la Tunisie fait figure de modèle de transition démocratique réussi depuis la révolution de janvier 2011, alors que le reste des États du printemps arabe ont sombré dans le chaos ou la répression. Quelques informations en bref. À présent, la justice égyptienne a
La condamnation à mort de 183 partisans des frères musulmans accusés d'avoir tué 13 policiers en 2013. Les 183 condamnés sont tous des partisans du président islamiste destitué, Mohamed Morsi. Prononçant la sentence du jour, le tribunal a en outre annoncé l'ouverture d'un 4e procès visant l'ex-président islamiste. Accusé de meurtre de manifestants, espionnage et évasion de prison, Mohamed Morsi encourt déjà la peine de mort dans 3 autres procès en cours. L'ex-président égyptien est accusé cette fois de trahison et d'espionnage pour avoir transmis des documents classifiés au renseignement du Qatar et à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera du temps où il était chef de l'État. Et puis au Libéria, les premiers essais des 2 vaccins contre Ebola jugés les plus prometteurs ont débuté hier lundi. C'est ce qu'a annoncé le projet de coopération américano-libérien Prévaille qui les conduit. Ces 2 vaccins se sont révélés prévenir Ebola chez les animaux et ont donné des résultats concluants lors de tests humains sur des études d'innocuité plus petits en Afrique, en Europe et en Amérique. Les essais ont été officiellement lancés dans l'hôpital Rédemption à Monrovia dimanche dernier lors d'une cérémonie en présence du vice-président libérien. Au Nigeria, à 2 semaines des élections présidentielles et législatives et au moment où l'insurrection de Boko Haram ravage le nord-est du pays, une autre région menace de s'embraser à son tour. Il s'agit de la région du delta du Niger au sud du pays, une région d'où provient la quasi-totalité du pétrole nigérian. Reportage. Les militants armés qui ont fait régner la terreur dans cette région jusqu'à ce qu'un accord d'amnistie soit signé en 2010 menacent de reprendre les armes si le président sortant, Goodluck Jonathan, un chrétien de l'ethnie Ijaw, le premier chef de l'État issu de cette région, n'est pas réélu. Nous ne sommes pas contents des attaques constantes contre la personne de Jonathan dans le nord du pays. S'il n'arrête pas de le molester, nous allons être obligés de reprendre les armes, prévient Kennedy Tonjo West. Nous allons riposter. Boko Haram sera un jeu d'enfant à côté de nos actions, a-t-il affirmé. Avant l'amnistie, Kennedy Tonjo West et le groupe des 300 combattants qu'il dirigeait multipliaient les attaques contre les installations pétrolières dans les criques de cette région marécageuse, perturbant fortement la production pétrolière qui représente 80% des revenus de l'État et la quasi-totalité des revenus à l'exportation. Au-delà des dissensions ethniques et religieuses dans un pays où les quelques 170 millions d'habitants sont divisés entre un nord majoritairement musulman et un sud principalement chrétien, les militants armés du delta du Niger se plaignent de ne pas jouir des bénéfices de la manne pétrolière pourtant extraite sur leurs terres. Le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, le MEND, le principal groupe armé opérant dans la région presque inactif depuis l'amnistie, a aussi menacé de reprendre les armes si le président Jonathan Goodluck n'est pas réélu. Du Nigeria, rendons-nous au Togo où la population appelle toute la classe politique à un consensus pour l'aboutissement des réformes constitutionnelles et institutionnelles bloquées à l'Assemblée nationale. Voici les avis de quelques Togolais sur les réformes en cours. Bon, pour le moment, on a l'opposition qui fait chaque fois des marches pour réclamer les réformes. Le parti au pouvoir aussi parle des mêmes réformes, mais on constate que les deux n'ont pas les mêmes visions de ces réformes-là. En tant que jeune, tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'ils s'entendent, qu'ils se concertent, qu'ils discutent et qu'ils trouvent un terrain d'entente qui va arranger toute la population. Démocratiquement, Faure a été réélu en 2010. Comment se fait que ce président qui peut poser les jalons de la révision constitutionnelle et il ne sera pas candidat? Ça doit d'abord s'appliquer par lui-même. C'est lui qui doit montrer le bon exemple. Mais l'opposant dit que non, en aucun cas il ne doit plus se présenter. Et nous pensons que bon, si c'est comme ça, ça veut dire qu'on vise une personne pour faire une constitution. Non, la constitution doit être impersonnelle et qui doit s'appliquer à tous les Togolais. Ben, nous, le peuple, tout le monde aspire à cette constitution, c'est-à-dire à la révision constitutionnelle et institutionnelle. Mais que ce soit UNIR ou bien l'opposition, tout le monde aspire à cette révision constitutionnelle. Mais il faut un consensus. À propos des réformes, nous devons aller au consensus. Parce que la réforme, l'opposition réclame les réformes au parti, au pouvoir. Pour réclamer, ce n'est pas les rues pour réclamer. Nous proposons, moi, à mon nom personnel, je propose que ça aille au Parlement et qu'ils discutent pour trouver un consensus avant les élections.
Restons au Togo où le taxi-moto est devenu un mal nécessaire pour le déplacement rapide dans la capitale togolaise. Ferdinand Gadé, notre correspondant sur place, nous amène à la découverte de leur univers. C'est à travers ce reportage. Vous allez voir, ils font des signes aux chances. C'est par ces interjections ou par regroupement sous des arbres qu'ils sont reconnus en circulation. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto. Nous sommes ici à Lomé, la capitale de la République togolaise, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Apparu vers les années 90, le transport avec des engins à 2 roues a connu un développement spectaculaire dans cette ville. Bon nombre de personnes s'y adonnent afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Je fais ceci là, banalement, je peux dire que j'avoisine les 10 ans que je suis dans l'informel là. Et c'est de ça nous vivons. On ne peut pas dire que c'est trop mal. N'importe qui se jette dans les émédiats. Tu peux être même quelqu'un qui travaille, le temps d'arriver au service, si tu trouves quelqu'un qui dit dépose-moi ici, on le fait pour gagner un petit sou. Effectivement, si on ne porte pas de maillot, ça veut dire que le travail n'est pas formel. De véritables services, ces professionnels de taxi-moto rendent à tous ceux qui les sollicitent. Mais en leur sein, existent des brebis galeuses. Un jour, Euzène m'a prise. Après quelques mètres, il voulait prendre du carburant et je lui ai remis un billet de 1000 francs. Il y avait un peu de clients auprès du vendeur. En faisant comme s'il voulait bien se positionner pour prendre du carburant, il a démarré. Puis il s'est enfui. Il n'avait même pas de numéro. Je le voyais partir. Qui ne sont pas organisés, s'il y a des cas de vol, ça serait des problèmes pour se plaindre ou soit pour mettre la main sur les voleurs. Donc il faut une organisation. Ainsi, le manque d'un accoutrement légal d'identification reste un défi majeur aux acteurs de cette profession au Togo. Un peu de sport avant de boucler cette édition. Le champion d'Afrique de boss Taylor Mabika a battu à domicile l'Américain Tiller Seaver par KO à la 3e reprise d'un combat de championnat samedi dernier à Libreville. Une victoire importante qui fait du boxeur gabonais le champion du monde de boss IBU dans la catégorie lourd léger. Les impressions du boxeur après son sacre. Je pense que voilà, il s'est pris un coup comme je viens de dire et voilà, ça peut arriver à tous les boxeurs et qui n'a pas pu, j'ai pas laissé le temps qu'il puisse récupérer et voilà, c'est des choses qui arrivent. Je me suis préparé dans de bonnes conditions et j'ai un public qui pousse, donc je suis obligé de m'accrocher. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sika.